Donc, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Jean Armellus et donc je travaille chez Orange. J'imagine que vous connaissez tous Orange. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Qflow, donc, qui va être un outil, un logiciel open source, donc, dont l'objectif, ça va être de faciliter le développement et l'exploitation d'applications qui utilisent des algorithmes de machine learning. Donc, tout d'abord, chez Orange, comme vous le savez peut-être, on utilise assidûment un certain nombre de logiciels open source. C'est ainsi que durant ces dernières années, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des logiciels open source tels que la base NoSQL Cassandra ou Spark, ou plus récemment encore sur Kubernetes, donc avec mes petits copains d'Orange. Et donc aujourd'hui, on utilise depuis plusieurs années ces logiciels avec beaucoup de bonheur d'ailleurs en production. Et en fin d'année dernière, lors d'une pause café avec mes petits copains d'Orange, toujours, on a commencé à discuter de Qflow et en discutant, on s'est dit, mais Qflow, ça a l'air d'être un outil qui pourrait beaucoup nous aider pour développer nos applications qui utilisent des technologies de machine learning. Donc, on a commencé à étudier un petit peu le sujet, même à le tester. Et même maintenant, d'ailleurs, on commence même déjà à utiliser quelques fonctionnalités de Qflow sur certains de nos projets. Donc voilà pour l'instant où on en est. Alors tout ça, ce sont bien sûr des logiciels open source sous licence Apache 2. Alors, un petit point supplémentaire que je voudrais préciser avant de rentrer dans la présentation. Donc en fait, quand on utilise des logiciels open source, ben, pour moi, je trouve que c'est toujours très très important de contribuer à ces projets. Alors moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise où justement c'est possible, donc j'en suis très content. Et pour contribuer, il y a plusieurs manières de le faire. Donc moi, en fait, j'ai toujours plaisir de partager mes expériences, en tout cas, avec, bon, bien sûr en interne avec, au sein du groupe Orange, mais également lors d'événements locaux, tels que celui d'aujourd'hui, ou lors d'événements un peu moins locaux, donc comme ceux que vous voyez affichés à l'écran, et notamment d'ailleurs la PageCon dont Cédric a parlé il y a quelques minutes, où j'ai eu le plaisir de présenter donc, un de nos développements en open source. Avant de vous parler plus précisément de Qflow, d'abord je voudrais vous décrire comment se déroule le développement d'une application qui utilise des algorithmes de machine learning. Alors en fait, là je vous propose un workflow. Si vous cherchez sur Internet, vous en trouverez sûrement quelques variantes. Mais d'une manière générale, en fait, ça se déroule en trois grandes phases. La première qu'on appelle la préparation des données, donc dans laquelle on va identifier les données qu'on voudrait analyser pour notre cas d'usage. Puis donc on va essayer de les nettoyer, de les enrichir, de les transformer, de manière à obtenir ensuite à la fin de cette phase un jeu de données qu'on utilisera dans la seconde phase qu'on appelle création et entraînement d'un modèle. Cette phase, donc, elle va consister à utiliser des algorithmes spécialisés dans le machine learning. Donc, on note plus souvent d'ailleurs des algorithmes qui sont proposés par des frameworks tels que PyTorch ou TensorFlow. Donc, on va analyser nos données à partir de ces algorithmes de manière à essayer d'en déduire quelques informations complémentaires. On appelle généralement des prédictions. Et suite à la fin de cette phase, donc, on obtiendra un modèle entraîné. Donc, on pourra utiliser pour déduire des informations complémentaires à partir d'autres données, justement, qu'on a utilisées lors de cette phase d'entraînement. Alors, ce modèle entraîné, on va le déployer en production. Et puis, donc, on lui enverra des données de production, justement, pour essayer de déduire des prédictions à partir de ces données de production. Une fois qu'on a fait tout ça, en fait, l'histoire n'est pas encore terminée, puisque bien souvent, on observe que nos données en production vont évoluer, et donc que nos prédictions vont devenir un peu moins pertinentes. Donc, dans ce cas-là, on va recommencer tout le cycle là, de repréparation de nouvelles données à partir de données plus récentes, de manière à obtenir une deuxième version de modèle qui correspond mieux à nos nouvelles données. Et donc, on redéploiera en production. Et donc, là, on a souvent un cycle itératif avec une fréquence qui varie selon les cas d'usage, mais dans certains cas, ça peut être quotidien, dans d'autres, ça peut être hebdomadaire, dans d'autres, ça peut être toutes les 2 semaines.
où ça peut être moins fréquent de temps en temps. Alors, pour exécuter toutes ces tâches, en fait, on va avoir besoin d'un certain nombre d'acteurs dans une équipe, avec des profils différents. Donc là, on parle souvent de data scientist, de data analyst, de data engineer. Et tous ces acteurs, donc, pour réaliser ces tâches, vont avoir besoin d'un certain nombre d'outils et aussi de ressources hardware. Et c'est là, justement, où Kubeflow commence à devenir intéressant. C'est que l'ambition de Kubeflow, justement, c'est de mettre à disposition de ces acteurs tous les outils dont ils ont besoin pendant les phases de développement et d'exploitation de ces applications. Et pour faire cela, donc, Kubeflow va beaucoup s'appuyer sur Kubernetes. Alors, moi, si je devais résumer l'architecture de Kubeflow, aujourd'hui, je la résumerai en 3 grands points. En fait, le premier, c'est Kubernetes, donc, qui est l'orchestrateur de containers que tout le monde connaît, ou au moins tout le monde en a entendu parler. Le deuxième point, c'est l'approche microservice qui est proposée par Kubeflow. Donc, on a vu tout à l'heure que dans notre workflow, il y a un certain nombre de tâches à réaliser. On a besoin de différents outils. Eh bien, tous ces outils vont arriver dans workflow sous forme de microservices. Et donc, il y a l'aspect serverless aussi, donc, qui permettra de mettre à disposition des utilisateurs de Kubeflow assez facilement les ressources dont ils ont besoin. Alors, je vais un petit peu détailler ces trois points très rapidement dans les slides qui viennent. Hein. Tout d'abord, concernant Kubernetes, donc vous savez tous que c'est un orchestrateur de containers. Ça veut dire qu'un de ses principaux rôles, ce sera justement de déployer des charges de travail sur des ressources qui sont disponibles dans le cloud dans lequel on travaille. Ça permettra aussi d'automatiser un certain nombre d'opérations, telles que des déploiements ou des upgrades de version, de gérer les incidents qui peuvent arriver, typiquement des crash hardware ou des choses comme ça. Donc, Kubernetes essaiera justement de restaurer la situation de manière la plus transparente possible pour les utilisateurs. On offrira aussi des services de collecte de métriques, par exemple, ou de renforcement de renforcement de la sécurité. Et donc, comme Kubeflow maintenant, on sait aussi, comme Kubernetes, pardon, on sait aussi le déployer assez facilement maintenant sur la plupart des différents clouds, notamment des clouds publics, comme ceux d'Amazon ou de Google ou de Microsoft Azure ou d'IBM ou d'Alibaba, ou même des clouds privés, comme par exemple celui qu'on est en train de construire chez Orange pour répondre à nos propres besoins internes. Donc, on pourra maintenant aussi assez simplement déployer Kubeflow sur tout ce type d'infrastructure. Pour la partie microservices, donc en fait, quand on va déployer Kubeflow, Kubeflow va arriver avec un certain nombre de librairies ou d'applications qui pourront être utilisées par les utilisateurs. Donc, vous voyez notamment donc, les fameux frameworks comme PyTorch ou TensorFlow ou Scikit-learn, qui proposent ces algorithmes de machine learning. Vous avez aussi des outils qu'on appelle des pipelines pour automatiser un certain nombre d'opérations. Donc là, vous en voyez 3 actuellement proposés par Kubeflow. Donc, Argo, qui était initialement le premier pipeline proposé par Kubeflow, et donc il est maintenant assez connu. La communauté Kubeflow a pensé que c'était intéressant justement de développer son propre pipeline, donc en s'inspirant, même en se basant fortement sur Argo, et également maintenant sur Tekton. Donc, en fait, ils essayent de tirer un petit peu le meilleur de tous ces mondes-là pour avoir un pipeline dans Kubeflow qui soit le pipeline idéal. Kubeflow propose aussi un certain nombre d'outils de développement pour les data scientists, donc notamment par exemple les notebooks Jupyter que les data scientists aiment bien utiliser lorsqu'ils développent lorsqu'ils entraînent leur modèle. Les outils aussi qui permettent de faire du serving de modèle. Donc le serving de modèle, c'est la 3e phase du workflow, là quand on va déployer notre modèle en production, et donc quand on va servir des requêtes à partir de ce modèle. Donc là, il y a des outils par exemple comme Seldon qui sont disponibles dans Kubeflow. Donc Seldon qui a une distribution open source. Et là encore, la communauté Kubeflow a commencé aussi à développer son propre moteur de serving, donc KF Serving, qui s'inspire beaucoup d'ailleurs de Kubeflow et de TensorFlow pardon, et de Seldon. Donc en essayant de tirer parti du meilleur de ces mondes-là.
Il y a également un certain nombre d'autres outils qui sont proposés par Qflow, et donc aussi tous les outils qu'on utilise couramment quand on utilise Kubernetes, donc typiquement le service mesh Istio, donc qui va permettre de gérer les flux entre les différents microservices. Knative qui va permettre aussi de faire de l'autoscaling de manière assez simple, et également aussi de gérer des flux de manière selon certaines conditions. Donc Kubernetes, bien sûr, enfin tout ça donc, arrive quand on installe Qflow. Sur la partie serverless, en fait, là, l'idée, c'est justement de permettre aux utilisateurs de Qflow de pouvoir accéder le plus simplement possible aux ressources hardware dont ils ont besoin, donc que ce soit en termes de CPU, de mémoire, de stockage disque, de carte GPU également. Donc, essayer de leur donner un accès simple, mais aussi rapide. Donc là, c'est généralement assez intéressant de travailler dans un cloud, puisqu'en généralement, dans ce type d'infrastructure, on a fréquemment des ressources qui sont disponibles et en attente justement de charge de travail. On va essayer de l'avoir aussi de manière la moins chère possible. Donc pour ça, il y a des mécanismes notamment d'autoscaling qui permettent justement d'allouer des ressources quand on envoie des charges de travail et de les libérer lorsque ces travaux sont terminés. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne sera facturé sur ces ressources, on ne sera facturé que pour les ressources qu'on utilise quand on les utilise. Donc à la fin du mois, quand on reçoit la facture, elle pourrait être un peu moins chère. Donc voilà à peu près l'idée générale du Qflow. Et donc là, ce que je vous propose maintenant, ça va être d'entrer un peu plus précisément dans Qflow. Donc ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'écran d'accueil de Qflow. Donc vous remarquez, une première chose, c'est le menu à gauche qui permet d'accéder à quelques microservices proposés par Qflow, donc notamment les pipelines, des notebooks, Katib et d'autres. Et puis aussi, vous avez ici donc, une liste déroulante donc, qui permet de choisir dans quel espace de travail on veut intervenir. Alors, c'est quoi un espace de travail dans le cadre de Qflow? En fait, la première fois où un utilisateur va se connecter à Qflow, Qflow lui demandera de créer son propre espace de travail dont il sera propriétaire. Donc moi ici, c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis créé mon propre espace de travail qui s'appelle Qflow Jean Armellus, dont je suis propriétaire. Alors, être propriétaire, ça veut dire quoi? Vous allez me demander. Eh bien, ça veut juste dire qu'au début, en tout cas, seul le propriétaire y a accès. Donc moi, il n'y a que moi, par exemple, qui ai accès à cet espace de travail qui s'appelle Qflow Jean Armellus. Mais je peux inviter d'autres utilisateurs de Qflow à y être travailler en leur donnant des accès, donc grâce à ce menu Manage Contributeur ici. Donc ça va permettre donc, aux différents membres d'une équipe de pouvoir travailler ensemble à l'intérieur d'un même espace de travail et donc de s'échanger des informations par ce biais-là. Alors, vous voyez que via ce menu-là, on peut accéder à quelques microservices de Qflow. Donc là, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'accéder par exemple au notebook. Si j'applique sur ce menu, j'arrive sur un écran comme celui-ci. Donc là, je suis toujours dans mon espace de travail. Alors, vous voyez qu'ici, je me suis déjà créé, avant cette session, bien sûr, 5 espaces de travail. La première fois, au tout début, j'en avais 0. Donc, je peux me connecter au notebook que je souhaite utiliser, donc en utilisant ce lien en bleu, la Connect. Mais je peux aussi m'en créer des nouveaux en cliquant sur le lien en bleu New Server ici. Donc, si je clique ici, ce que vous allez voir, c'est que j'arrive sur un écran comme celui-ci. Pour me créer un notebook, donc j'ai quelques informations à renseigner. Donc, dans un premier temps, je pourrais lui donner un nom à ce notebook, donc pour le différencier des notebooks qui existent déjà dans mon espace de travail. Je indiquerai bien sûr dans quel workspace je veux le déployer. Ici, en fait, on est dans Kubernetes, donc tout s'exécute dans des containers. Donc là, en fait, mon notebook il va se déployer dans un container. Et donc là, je vais lui indiquer quelle image je veux utiliser dans mon container. Donc ici, par exemple, dans cet exemple-là, j'utilise une image qui contient le code de Jupyter, du notebook Jupyter, plus TensorFlow version 2, plus des librairies qui permettent de travailler avec des cartes GPU. Ça, c'est un exemple. Donc, on peut avoir d'autres images, bien sûr. Et je vais pouvoir aussi indiquer quelles sont les ressources hardware que je voudrais utiliser avec ce notebook, donc typiquement en termes de CPU, en termes de RAM, en termes d'espace disque, en termes de carte GPU également, si je le souhaite.
Et donc après, une fois que j'ai renseigné tout ça, j'ai juste à cliquer sur ce bouton en bleu, la Launch, et mon container va se déployer dans mon espace de travail. Et donc, ça va demander environ entre 30 secondes et 1 minute pour que je puisse ensuite y avoir accès. Et quand j'y ai accès, en fait, je me retrouve dans un notebook tout à fait classique, donc c'est à peu près le même. Si vous avez déjà installé un notebook Jupyter sur votre poste de travail, vous reconnaissez un petit peu le menu, l'espace de travail. La seule différence ici, en fait, c'est que quand vous l'installez sur votre poste de travail, vous êtes plutôt limité par les ressources hardware de votre poste de travail. Alors qu'ici, vous êtes dans un cloud, donc vous avez accès à beaucoup plus de ressources hardware si vous le souhaitez. Donc, voilà. Donc là, c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les data scientists, donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'avoir dans Kubeflow. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un autre microservice. Alors, je vais essayer d'en passer 2 ou 3 en revue, comme ça. Donc là, ce sont des pipelines, qui est aussi un outil que je trouve assez intéressant. En fait, un pipeline, ça va permettre d'automatiser un certain nombre de tâches. Donc, vous voyez par exemple un exemple sur la droite ici d'un pipeline, d'un graphe de pipeline, donc composé de 5 steps, qu'on appelle des composants d'ailleurs, ou des components en anglais dans Kubeflow. Donc, ils vont s'exécuter séquentiellement, chaque composant s'exécutant dans son conteneur. Donc là, il s'exécute séquentiellement. C'est typiquement le genre de pipeline qu'on pourrait exécuter pendant une phase de développement, par exemple. Donc, on aurait la préparation des données, comme on l'a vu tout à l'heure, l'entraînement du modèle, le tuning du modèle, le déploiement du modèle dans l'environnement de dev, et éventuellement aussi le déploiement de l'application qui va envoyer des requêtes vers ce modèle entraîné dans l'environnement de dev. Donc, si c'est par exemple une IHM, ça peut être utile de déployer cette application. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ça sera intéressant, par exemple, pour par exemple, tester ensuite, on a tout de suite l'environnement qui nous permet de tester notre application. Si on veut le déployer en production, on pourrait très bien imaginer qu'on crée un deuxième pipeline, donc qui reprend juste ces 2 derniers steps pour déployer le modèle et l'application en production. Alors, ce pipeline, en fait, il y a plusieurs moyens de lancer l'exécution. Ça peut être via l'IHM, donc en cliquant sur un bouton, ça permet de lancer, on va dire, à la demande. Ça peut être aussi en programmant l'exécution à une certaine date et heure. On peut même aussi indiquer une certaine fréquence, donc tous les jours, toutes les semaines, ou tous les 2 semaines, si on veut. On peut aussi lancer l'exécution en appelant une API de Kubeflow. Donc là, dans ce cas-là, ça peut être très intéressant. Par exemple, on peut imaginer que à chaque fois qu'un data scientist commit son code dans Git, on déclenche une action qui va lancer un pipeline un peu similaire à celui-ci. Et donc, ça pourrait nous faire une chaîne de CI/CD automatisée assez intéressante. Alors là, vous avez l'exemple d'un pipeline qui est relativement simple. On peut faire des choses, bien sûr, un peu plus évoluées avec ces pipelines. Donc, typiquement, on peut mettre des conditions. Donc, comme vous le voyez à gauche, là, vous avez l'exemple d'un pipeline. Donc, c'est un exemple, un tutoriel que j'ai tiré d'un tutoriel. Donc, c'est le premier step, on tire à pile ou face. Et puis, si c'est pile, on fait le traitement de gauche. Si c'est face, on fait le traitement de droite. On peut aussi paralléliser des steps. Donc, ça peut être intéressant quand vous avez des pipelines qui sont indépendants des autres. Alors, parce que bien souvent, on a des pipelines en paramètres d'input, ils prennent les résultats du step précédent. Donc, s'ils sont indépendants, donc on peut les paralléliser, ce qui permet aussi notamment quand on a des steps dont l'exécution est assez longue, eh bien, ça permet de bien réduire l'exécution du pipeline complet. Et notamment, comme on est dans un cloud ici, on peut supposer qu'on pourra avoir assez facilement les ressources dont on a besoin pour paralléliser tout ça. Donc, concernant les pipelines, voilà. Un autre microservice qui me semble intéressant à montrer, c'est la partie serving. Donc, c'est la 3e partie du workflow dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on va essayer de mettre en production notre modèle qu'on a entraîné. Donc, pour ça, ça peut se faire juste en écrivant un simple fichier YAML, comme vous le voyez à l'écran là. Donc, pour ça, on va créer un objet, un custom objet pour Kubernetes. Donc, un custom objet, c'est un objet qui est spécifique à un certain type d'application. Donc, ici, cette application, ce sera Kubeflow Serving. Donc là, on peut créer des objets de ce type-là, donc de type inference service. Donc, il y a des objets de type spécifique pour KF Serving. Comme tout objet Kubernetes, donc on va lui donner un nom. Dans notre exemple ici, on appelle Flower Sample.
Donc, ici, on donnera un endpoint pour requêter ce modèle. Donc, ici, on a un endpoint qui s'appelle default. Et on pourra aussi indiquer l'emplacement dans lequel on a stocké l'image contenant notre modèle entraîné. Donc, et si on soumet ce fichier YAML à Kubernetes, donc ce qui va se passer, c'est que notre modèle entraîné va se déployer dans un container, donc dans un pod aussi, qui est donc l'unité élémentaire de déploiement dans Kubernetes. Donc, ce qu'on déploiera, ce sera donc notamment le prédicteur. Donc, le prédicteur, c'est le code qui va exécuter les requêtes de nos utilisateurs pour leur retourner des prédictions. Dans certains cas d'usage, c'est intéressant aussi de pouvoir transformer les requêtes avant qu'elles arrivent au prédicteur. Donc, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut aussi déployer un transformer pour ça. Si le prédicteur aussi nous retourne des prédictions pour lesquelles on voudrait avoir des explications pourquoi il nous a retourné ces prédictions, on peut aussi utiliser un explainer qui peut être déployé également. Et ce qui est intéressant de noter également ici, c'est qu'il y a toute la partie aussi réseau qui va être déployée et configurée sous forme d'objets, des objets Kubernetes comme des services par exemple, ou des objets gérés par Istio, tels que par le service Mesh Istio, donc tels que des services virtuels, tels que des destination rules, ou bien également d'autres objets gérés par Knative. Donc vous voyez en bleu ciel ici à l'écran. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit en vous présentant le workflow que c'était souvent nécessaire de devoir redéployer une nouvelle version de modèle. Alors, quand on veut faire ça, souvent aussi, c'est intéressant de vouloir le faire en mode canary deployment. Et donc, si on veut faire ça, si on veut faire un tel déploiement, en fait, c'est pas très compliqué dans notre cas. Là. Il suffirait juste de compléter le fichier YAML initial. Et donc, ici, je vais ajouter un second endpoint que j'appelle Canary. J'indiquerai aussi l'endroit où j'ai stocké ma nouvelle version de l'image qui contient la nouvelle version de mon modèle. Je spécifierai également ici le pourcentage de requêtes que je voudrais diriger vers ma nouvelle version de modèle. Et donc, je soumets ce nouveau fichier YAML à Kubernetes. Et donc, automatiquement, Kubernetes va me déployer ma nouvelle version de modèle donc, dans un nouveau pod. Et va aussi me configurer tout le réseau pour que 10% des requêtes des utilisateurs aillent vers cette nouvelle version. Et donc, bien sûr, 90% des requêtes continuent à être dirigées vers l'ancienne version du modèle. Donc, ce qui nous permettra d'observer le comportement de cette nouvelle version de modèle. Et si on est satisfait par ça, on pourra augmenter cette fréquence pour monter progressivement jusqu'à 100%. Alors là, je viens de vous présenter 3 microservices proposés par Kubeflow. Il y en a un certain nombre d'autres. Je ne vous les passerai pas en revue parce que ce serait probablement trop long. Katib, etc., Cade. Ce que je vous propose maintenant, donc, pour moi, il y a 2 dates importantes maintenant concernant Kubeflow. La première, c'est fin 2017. Donc là, les équipes de Google annoncent en fait qu'ils souhaitaient mettre en open source les outils qu'ils utilisaient eux en interne pour développer leurs applications de machine learning. C'est ça donc qui a donné naissance à Kubeflow. Et c'est ce qui explique aussi qu'initialement Kubeflow était quand même très orienté TensorFlow, très basé sur TensorFlow. Très récemment, donc en février 2020, donc c'était il y a 3-4 mois de ça, la version 1.0 de Kubeflow a été annoncée. Donc, il s'est écoulé un peu plus de 2 ans entre ces 2 dates. Et durant ces deux ans, donc, Kubeflow a évolué. Il y a notamment eu le nombre d'utilisateurs et aussi de contributeurs qui a fortement augmenté. Et donc, parallèlement aussi, ça a contribué à enrichir donc, Kubeflow avec de nouveaux microservices. Et donc, maintenant, on commence à avoir un outil qui est assez complet pour développer et exploiter des applications de machine learning. Dans le slide précédent, je viens de vous dire que la version 1.0 de Kubeflow vient d'être annoncée. Alors, quand on parle de version 1.0, très souvent,
on comprend qu'on arrive à une version stable. Alors, dans le cas de Qflow, il faut comprendre ça d'une manière un peu plus nuancée. En fait, vous avez vu qu'en fait, Qflow, c'est un ensemble de microservices, et chacun de ces microservices vit sa vie de manière complètement indépendante des autres, donc à son propre numéro de version et à son propre niveau de maturité. Donc, vous aurez des microservices avec différents niveaux de maturité. Il y a des microservices qui sont déjà considérés comme étant stables. C'est typiquement le cas des notebooks, par exemple. Il y a des microservices qui sont en train de devenir stables. Donc, c'est par exemple les pipelines dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui sont annoncés en version 1.0, dans la version Qflow 1.1 qui est en train de sortir, qui va sortir dans les prochains jours. Là. Et puis, il y a d'autres microservices qui sont un peu moins stables encore, qui n'ont pas encore atteint un vrai niveau de stabilité. Donc, c'est typiquement le cas de KF-Servin dont je viens de vous parler tout à l'heure. Et lui, donc, est toujours annoncé en version 0.3, je crois, dans la version Qflow 1.1 qui est en train de sortir actuellement. Alors, si vous voulez utiliser Qflow, enfin, si vous voulez essayer, en fait, alors, je dirais que le plus simple, ce serait d'essayer de l'installer dans un cloud public, si vous avez un compte. Pour ça, en fait, il y a une documentation qui est vraiment très, très bien faite, donc il suffit de la suivre. Hein, et, on utilise un outil qui s'appelle KFCPL, donc, qui est le control plane de Qflow. Ça prend environ 30 minutes. Moi, j'ai fait sur AWS ou GCP, ça prend environ 30 minutes. Et c'est juste enfin, c'est pas très compliqué à faire. Il y a aussi un opérateur Qflow pour Kubernetes qui est actuellement en phase d'incubation. Pour l'instant, je ne suis pas encore sûr qu'il soit très stable. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore essayé. Il y a également un autre outil qui s'appelle MiniKF, que je trouve assez sympa, parce que vous pouvez bien sûr le déployer dans le cloud, mais vous pouvez aussi le déployer sur votre poste de travail. Alors, sous réserve quand même que vous ayez un poste de travail assez robuste. Hein, il faut au minimum 12 gigaoctets de RAM. Enfin, moi, j'ai même essayé sur mon poste de travail avec 12 gigaoctets de RAM, ça rame un petit peu quand même. Mais bon, ça peut être assez sympa quand même d'avoir un petit Qflow sur son poste de travail. Alors, pour l'installer, en fait, vous n'utiliserez pas Grant et VirtualBox, et donc ça installera automatiquement Minikube, Rock et Qflow. Donc Rock, c'est un système de stockage sur disque assez sympa aussi. Quelques mots sur la communauté Qflow, communauté open source. Donc en fait, là, je vous montre les principaux acteurs de cette communauté. Donc vous reconnaissez bien sûr les principaux providers de cloud public, AWS, IBM, Google bien sûr, Microsoft Azure, Alibaba. Vous avez aussi des petites sociétés qui sont spécialisées dans la cloud, comme Aricto, qui est vraiment très très actif sur ce produit Qflow. C'est d'ailleurs eux qui ont développé MiniKF. Vous avez aussi d'autres petites sociétés comme Iguavio ou Seldon qui sont spécialisées sur le machine learning. Et puis dans un certain nombre d'autres utilisateurs importants de machine learning qui ont des besoins importants, donc vous les voyez à l'écran ici. Vous avez aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est des gens qui ont déjà développé des outils qu'on utilise couramment dans le monde du machine learning, et qui sont maintenant intégrés dans Qflow, comme par exemple Argo, comme Seldon, comme Jupyter. Et donc on trouve ces gens-là aussi qui contribuent au projet Qflow. Donc il y a du beau monde. Il y a plein de compétences, et donc c'est pour ça que pour moi, donc on arrive à la conclusion là. Pour moi, en fait, Qflow, c'est un produit donc, qui est encore un petit peu jeune, mais qui a promis un bel avenir quand on voit la communauté qui est autour. On peut penser qu'il va encore continuer à évoluer dans les prochains mois, les prochaines années. Donc pour nous, en fait, moi ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est vraiment un outil intéressant parce qu'il semble donner les bons outils pour faciliter le développement des applications de machine learning, que ce soit pendant la phase de développement ou pendant la phase d'exploitation, avec pas mal d'automatisation. Un petit mot quand même, c'est que autant pour moi, il est très simple à déployer, autant après, quand on commence à l'utiliser, donc tant qu'on reste sur les écrans, les VHM, ça va, et puis de temps en temps, on est aussi un petit peu obligé de manipuler quelques fichiers YAML ou si on a des incidents aussi, ben, il faut avoir un petit peu d'expérience sur Kubernetes. Donc ça, c'est un petit point d'attention quand même. En tout cas, pour nous, c'est un outil sur lequel on fonde pas mal d'espoir. Et donc, on espère pouvoir l'utiliser de manière un peu plus, de manière plus assidue dans
dans un proche futur. Voilà, donc je pense avoir fini sur cette présentation de Kubeflow et mon retour d'expérience. Et donc, je pense qu'il nous reste quelques minutes maintenant si vous avez des questions. Voilà, il nous en reste un peu moins de 4, donc on va aller vite. Merci Jean-Armel. Alors, c'est parti. David Baillet demande, ah oui, bah, et si tu te souviens, parce qu'à un moment, tu as mentionné le terme de métrique, c'était quand tu présentais les clouds privés et les clouds publics, tu as dit, on prend des métriques en compte, et David demandait quelles sont ces métriques. Si tu arrives à avoir une réponse en 10 secondes, c'est parfait. Mais... Alors, en fait, la plusieurs types de métriques, ça peut être les métriques de nombre de requêtes applicatives, nombre de requêtes, utilisation des ressources hardware. Ça peut être aussi des métriques typiquement en machine learning, donc les métriques quand même, que les data scientists aiment bien observer, les résultats, donc typiquement le pourcentage de pertinence du modèle, ou les métriques de type ROC ou des choses comme ça. Ok, alors on enchaîne. David Baillet toujours. Katib est également un notebook comme Jupiter. Question, est-il utilisé dans les données astronomiques parce qu'il y a un télescope sur le logo ou pas du tout? Alors, à ma connaissance, non, en tout cas. C'est vraiment un outil qui pourra être développé dans le cadre des applications de machine learning, justement pour faire du tuning d'hyperparamètres. Alors, si j'ai un télescope, je ne sais pas pourquoi. Probablement pour observer de manière plus détaillée les métriques justement collectées, des métriques qui permettent d'observer la pertinence du modèle ou des choses comme ça. Et aussi sans doute parce que les projets open source n'ont pas de département marketing et ont souvent des idées un peu pourries sur les logos et les noms. Alors, ça dépend des projets. Hein, mais, question d'un anonyme qui est alors. Peux-tu expliquer les avantages et inconvénients de l'utilisation des différentes façons de faire du serving de modèles avec Kubeflow, entre parenthèses KF Serving, Seldon, Bento-ML, Fairing, etc. Si c'est des questions trop compliquées, tu nous dis, je passe à la suivante. Hein, mais... Non, enfin, je dirais que Seldon, c'est un outil qui est maintenant couramment utilisé, qui était couramment utilisé jusqu'à présent. Donc, il y a une distribution open source et une distribution propriétaire, avec quelques fonctionnalités en plus. KF Serving, en fait, eux, ils ont essayé de reprendre un petit peu le meilleur des deux mondes, enfin des différents mondes. Et donc, je pense qu'il va proposer quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport à Seldon. Enfin, il reprend quand même pas mal typiquement en Seldon, il y a aussi un explainer, il y a aussi de la B-testing, etc. Donc, je pense qu'il reprend pas mal d'idées. Ok, allez, on enchaîne. Fred qui demande, Istio fait bien plus que gérer des flux, si je ne m'abuse, entre IAM, monitoring, logging, etc. As-tu testé tout ça ou utilises-tu d'autres logiciels? Non, en fait, Kubeflow s'installe de façon Kubeflow fonctionne nativement avec Kubernetes et Istio. Donc, Istio, effectivement, il sait faire plein de choses. Hein. Collecte des métriques aussi, sécurité, etc. etc. Donc, on peut effectivement. Moi, j'ai cité la collecte des métriques, mais effectivement, on peut faire beaucoup plus de choses avec Istio. Alors, on va essayer d'en caler une dernière, parce qu'il est 44 et beaucoup de secondes. Anonyme, si j'entraîne un modèle avec PyTorch par exemple, quel est l'intérêt d'utiliser le PyTorch Operator au lieu d'avoir du code d'entraînement classique dans un step de ma pipeline Kubeflow? Joker. Eh ben c'est parfait, on va arrêter à cette question-là parce que de toute façon on arrive. Merci beaucoup Jean-Ramel. De toute façon, hein, les gens, il y avait encore 3-4 questions, mais bon, on pourra aller voir. Jean-Ramel est encore sur le chat, donc n'hésitez pas à lui poser les questions là sur le chat et il y répondra. D'accord, pour ceux qui restait 3-4 questions. Donc n'hésitez pas à interagir avec lui tant qu'il est encore connecté. Ok, eh ben merci à toi Jean-Ramel.